Retrouvez à présent l'histoire des Juifs de France comme promis et comme tous les matins, c'est en compagnie de Christophe Dard qui nous prépare ces belles chroniques. Et pour ce nouveau numéro, nous allons nous promener dans Paris à la découverte de quelques synagogues construites au cours du 19e siècle. Si nous avons évoqué la grande synagogue précédemment, la grande synagogue de la Victoire, d'autres lieux de culte sont importants dans Paris, à commencer, Christophe, par la plus ancienne synagogue de Paris, en réalité, celle de Nazareth. La synagogue de Nazareth qui se trouve dans le 3e arrondissement de la capitale. Et oui, il faut remonter à l'année 1810 pour retrouver les prémices de cette synagogue. Après la création du consistoire central israélite de France, quelques synagogues et oratoires sont officiellement reconnus et implantés. C'est bien sûr dans le Marais, quartier des immigrés juifs à l'époque, qui s'installent majoritairement dans ce coin que se situent la plupart de ces lieux de culte. Les Parisiens juifs ashkénazes de Rite-Allemand qui possèdent alors 2 synagogues, une dans l'actuelle rue du Temple et qui compte alors environ 200 places et même reconnue comme synagogue consistoriale, et puis une autre dans ce qu'on appelle la rue du Chaume. En fait, c'est l'actuelle rue des Archives. En 1818, sous la Restauration, la communauté juive de la rue Saint-Avoye est expulsée par son propriétaire. Peu de temps après, le roi Louis XVIII autorise la communauté parisienne à acquérir une parcelle située entre les actuelles rues Notre-Dame de Nazareth et du Verbois. La synagogue de la rue du Chaume ferme en 1821. Il y a donc urgence à bâtir un nouveau lieu de culte. Elle a été construite donc cette nouvelle synagogue par les architectes Cendrier de Jouy et Jacob Silvera, juif originaire de Bordeaux. La synagogue de Nazareth qui est inaugurée officiellement le 5 mars 1822, qui peut accueillir alors des centaines de fidèles. 12 fenêtres éclairent le bâtiment symbolisant les 12 tribus d'Israël. Alors à l'intérieur, on est un peu dans un style néoclassique, sobre, conçu comme un temple. La synagogue comporte une estrade centrale et dans l'abside, surélevée de quelques marches, on trouve une arche sainte surmontée des tables de la loi. C'est bien l'un des rares éléments juifs d'ailleurs, avec les 2 inscriptions hébraïques sur les murs au-dessus de l'arche sainte et au-dessus de l'entrée. Et c'est comme si quelque part, du coup, par rapport à cette description, dans leur propre lieu, les Juifs ne souhaitaient pas vraiment profiter de la pleine liberté de leur culte, on peut dire, puisqu'ils sont tellement peut-être désireux de s'intégrer dans la société comme Français. Il faut dire, seulement 30 ans après l'émancipation de la Révolution française et après des siècles de discrimination, que, finalement, c'est vrai que l'endroit n'est pas vraiment aménagé comme un lieu de culte juif. On peut quand même évoquer ces 2 salles de prière, l'une pour le rite ashkénaze, l'autre pour le rite séfarade, qui ont été aménagés. Et je cite le journal L'Illustration en 1846, c'est très drôle, il en a d'observer à l'époque cette presse de la monarchie de Juillet qui entre un petit peu dans les synagogues comme s'ils entraient, dans une foire. Enfin, ils sont assez surpris parce que pour eux, c'est vrai que ça n'évoque pas grand-chose. Et voilà ce qui est écrit. La galerie des femmes, au lieu d'être élevée et supportée par des colonnes, se trouve de plein pied avec celle des hommes, dont la sépare seulement un grillage de bois. Du reste, l'intérieur offre une très grande simplicité. Au lieu de stalles, comme dans le temple du rite allemand, les Israélites portugais se servent de chaises. Et pour l'anecdote d'ailleurs, le compositeur Jacques Offenbach, dont on avait parlé, qui était arrivé à Paris quelques années plus tôt, est chargé avec son frère de la formation et de la direction du chœur durant 6 mois de cette synagogue, donc dans les années 1830, la synagogue de Nazareth, qui est alors l'une des rares à posséder un orgue. Mais très rapidement, des défauts sont constatés dans la construction, Christophe. En 1848, la synagogue de Nazareth menace de s'écrouler. En 1850, elle est fermée sur ordre de la police par mesure de sécurité, puis détruite. Elle est entièrement reconstruite par l'architecte du consistoire Alexandre Thierry. Et rien n'aurait été possible, une fois de plus, sans l'argent de James de Rothschild. Je dis une fois de plus, puisque vous le savez, que les Rothschild, ce sont eux qui financeront pas mal de synagogues, notamment celle de la Victoire. Et donc, ils financent cette reconstruction. D'ailleurs, Alexandre Thierry, l'architecte, sera à l'origine du premier hôpital Rothschild, rue de Picpus, dans le 12e en 1850. Et puis aussi de l'hôtel de Madame de Montpelas, dans le 16e, acquis plus tard, dans les années 1880, par Charlotte et Frucy de Rothschild. Mais rien n'aurait été possible aussi sans l'apport d'un architecte allemand exilé, Gottfried Samper, auteur de la synagogue de Dresde, et qui avait proposé un projet à la demande de Rothschild qui sera pas vraiment retenu, mais voilà, ça a pu jouer un peu quand même. C'est le 1er avril 1852 que la synagogue Nazareth trouve nouvelle version de style néo-mauresque qui est inaugurée. Elle peut accueillir 1200 personnes. Les 2 cultes sont réunis dans une même salle. Elle est la résidence d'ailleurs des grands rabbins de France et des grands rabbins de Paris. Et au niveau de la
la rue. La façade de la hauteur d'un étage comprend une travée centrale avec une grande porte surmontée d'un fronton plat crémelé et deux travées latérales avec une porte plus étroite mais sans fronton. Sur le pourtour extérieur de cette porte est gravée la devise de la République française. Derrière, on aperçoit le pignon de la salle de prière, une horloge où les chiffres ont été remplacés par les signes du zodiaque et en dessous de cette horloge, une rosace avec l'étoile de David au centre, hors de la façade. En entrant dans la synagogue, on trouve fixé au mur de la salle située à gauche du péristyle 2 plaques de pierre noire avec inscription en lettres d'or, l'une avec le texte de l'ordonnance royale et préfectorale autorisant la construction de la première synagogue en 1822 et sur la seconde, la liste des membres du consistoire de Paris de l'époque. Et le nom de tous les membres aussi de la communauté massacrée par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale est indiqué sur les plaques fixées dans le péristyle. On trouve, en fait, il faut le savoir, dans cette synagogue donc de Nazareth, lors de son inauguration, 2 innovations majeures. D'abord, il faut signaler effectivement qu'il y a l'introduction du fer dans la construction des colonnettes et puis la galerie des femmes qui est bien exposée, ce qui n'est pas forcément un très fréquent alors. Des belles galeries sur 2 étages, peintes de bleu et de jaune, soutenues donc par des colonnettes en fonte et dédiées au rite séfarade. Il faut savoir que la synagogue de Nazareth fait l'objet d'une inscription au titre des monuments historiques en 1986, remplacée par un arrêté de classement en 2019. Mais la synagogue est bien trop petite alors que l'on compte au moins 20 000 juifs ashkénazes à cette époque. C'est pour cela que de 1867 à 1874 est construite dans le quartier de l'Opéra la synagogue de la Victoire, donc dont on a parlé, plus grande pour accueillir plus de fidèles. Nous vous l'avons raconté dans un précédent épisode. Et 2 ans après celle de la Victoire, une autre synagogue est édifiée à Paris également, à nouveau dans le quartier du Marais. C'est la grande synagogue de la rue de la Tournelle. Et oui, ça bouge effectivement dans les années 1870 avec donc cette synagogue édifiée dans un style romano-byzantin à la place d'une ancienne synagogue par un certain Marcellin Varcollier. Alors, tous ces noms ne disent pas grand-chose. Lui a été l'élève de Victor Baltard, vous savez, le fameux architecte des Halles de Paris, Marcellin Varcollier, qui a été l'architecte de la mairie du 18e arrondissement. Mais comme pour la synagogue de la Victoire quelques années plus tôt, l'impératrice Eugénie ne veut pas que l'entrée principale de la synagogue des Tournelles se situe sur une place royale, en l'occurrence la place des Vosges. La construction du bâtiment est donc inversée en plaçant la façade principale sur la petite rue des Tournelles et réservant dans un premier temps l'hôtel particulier du 14 place des Vosges aux locaux administratifs et au logement du grand rabbin de France. Cette synagogue est consacrée au culte de Rite Ashkénaze le 15 septembre 1876 à l'occasion des fêtes de Tishri. À l'extérieur, les visiteurs peuvent admirer sa façade avec ses grandes arcades, ses pilastres cannelés corinthiens et ses rouleaux de la Torah sculptés de part et d'autre de son vitrail en rosace. Et au centre, 2 écussons de la ville de Paris qui rappellent que effectivement la ville de Paris a financé en partie cet édifice. Et puis à l'intérieur, il y a ce péristyle sur une nef de 21 mètres de largeur terminée par une nef semi-circulaire où se trouve l'Arche Sainte protégée par une imposante double porte en fer forgé qui abrite les livres de la loi. Et surtout, justement, on trouve une charpente métallique conçue par l'ingénieur Gustave Eiffel sur 2 étages. Il paraît d'ailleurs que cette charpente a inspiré plus tard la future Tour Eiffel. C'est une anecdote qu'on n'avait pas forcément. Merci beaucoup Christophe. Par son volume, la synagogue des Tournelles est la 2e plus grande de Paris, après celle de la rue de la Victoire. La synagogue est fréquentée par des juifs originaires d'Alsace et de Lorraine, mais aussi plus tard de ceux émigrés de Pologne, de Russie tsariste et de différents pays d'Europe centrale qui ont fui les pogroms et l'antisémitisme. Merci beaucoup Christophe Dard pour ce nouvel épisode de l'histoire des Juifs de France et à très vite donc pour un nouveau numéro.